Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Aujourd'hui, j'ai une invitée très importante, c'est une dame qui appartient à la société civile, qui est engagée dans tout ce qui est organisation, tout ce qui est mouvement civil et féminin, mais aussi elle est engagée en tant qu'écrivaine, en tant que poète. Donc, on va accueillir Madame Amel Amar Boumazab. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parler de votre parcours un peu à nos auditeurs et téléspectateurs par rapport à votre engagement en tant que membre de la société civile dans plusieurs organisations et en tant que poète et écrivaine? Oui, je me présente. Donc, je suis Amel Boumazab. Tout d'abord une maman et femme au foyer aussi. Et, donc c'est un petit parcours que j'ai fait. Commençons par c'est tout du bénévolat, volontariat. Je suis bénévole à Oxfam et j'ai fait aussi partie à Vie Féminine, qui est connue pour son mouvement pour les femmes, aussi pour lire et écrire. Et maintenant, je fais partie de l'association qui est Institut international africain pour la paix dans le monde, pour lequel je travaille et on fait des activités. Et pour lancer justement un appel à travers pour le monde entier pour la paix, et créer des activités, inciter les gens à travailler et à fournir d'efforts pour vivre en collaboration. D'accord. Exactement, donc ça tombe bien parce que notre émission Écoféminisme et notre radio Al Mouatin TV, elle est inscrite dans ce genre d'optique où on insiste sur le vivre ensemble, sur donc l'échange entre toutes les communautés et surtout la paix, comme vous dites, ici à Bruxelles, en Afrique ou dans le monde entier. Donc Amel, et vous êtes d'origine algérienne, donc vous maîtrisez bien l'arabe, vous écrivez en arabe et en français, et vous avez donné des cours d'alphabétisation. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces cours-là dans le cadre de votre mouvement féministe, dans le cadre de votre empowerment des femmes et dans le cadre de votre lutte pour l'égalité des chances? Oui. En fait, c'était en 2007-2008 que j'habitais à Verviers. Donc, j'ai vu par une annonce, c'était un journal bimensuel à Verviers. Donc, j'ai découvert cette association de féministes. Et donc, je suis allée et on m'a proposé de donner des cours d'analphabétisation pour une communauté qui est large quand même à Verviers, communauté marocaine et turque. Et donc j'ai donné des cours et ce qui m'a bouleversée, je dirais, donc c'était la présence de dames âgées et qui étaient donc présentes ou habitaient ici en Belgique depuis plus de 25 ans, qui ne savaient ni lire ni écrire et qui ne pouvaient communiquer qu'avec le dialecte marocain. D'accord. Donc vous trouvez que c'est quand même important à cet âge-là, après 25 ans de vie en Belgique, d'apprendre au minimum le français et l'arabe littéraire, parce qu'il y a quand même une différence entre l'arabe, le dialecte, marocain ou algérien ou soit, ou l'arabe littéraire, qui est la langue qu'on utilise dans les journaux et dans les livres, etc. Oui, exactement. Et donc, dans le cadre de ces cours, vous donnez l'arabe, le français, vous donnez quoi exactement? Uniquement le français. Uniquement le français. Pour qu'elles puissent au moins communiquer, faire des petites courses, parce qu'elles ne savent pas, des fois, c'est pas le prix, donc elles ne savent pas le prix. Elles ne savent pas comment utiliser la carte bancaire, elles ne savent pas comment remplir un document. Donc, c'était des cours simples, simplement pour pouvoir communiquer au quotidien. D'accord. Et quelles sont les difficultés ou, disons, les challenges que vous rencontrez dans ce métier-là? Parce que déjà, donner cours, c'est pas facile. Et donner cours à des adultes, c'est encore plus difficile. Et donner cours à des adultes qui n'ont jamais étudié, c'est doublement difficile, quoi.
À ce niveau-là, pour moi, c'était pas un problème. J'ai pas rencontré de problème parce que justement, j'avais l'opportunité donc de donner ces cours et communiquer avec celle qui était d'origine marocaine. Donc, elle parlait arabe, dialecte, et je pouvais communiquer et expliquer ce qu'il faut. D'accord, donc c'est important de comprendre le dialecte et de traduire afin d'apprendre la langue française. Exactement. Et donc, il y a toujours le avant et l'après. Donc, le avant, quand les femmes arrivent, elles ne savent ni lire ni écrire, mais après, elles apprennent à lire, écrire, etc. Et quand vous dites faire des courses, utiliser la carte bancaire, etc. Quel est le sentiment que vous avez quand, à la fin de l'année, vous avez ces femmes-là qui ont eu un cours de français, qui arrivent quand même à communiquer, à utiliser leur carte bancaire, à faire le minimum, entre guillemets, de vie quotidienne, quoi, dans le cadre de leur vie quotidienne, utiliser les cartes, les papiers, etc. Ça fait plaisir. En fait, on ressent c'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Je dirais qu'à la fin, je me rappelle, on avait organisé une excursion aux Ardennes. Donc, les femmes étaient présentes. Il y avait une vieille dame qui parlait donc en français. Et elle était très contente de savoir s'exprimer. Et l'on ressent de la joie en soi quand on voit que c'est comme si on plante une graine et que ça pousse et que ça donne un fruit. Donc c'est vraiment de la joie. Donc il y a un sentiment de satisfaction. Oui, exactement. Exactement. Et dans le cadre de votre activité, dans cette association, comme vous avez dit, lire et écrire, égalité des chances et tout ça, vous avez aussi fait du bénévolat dans le cadre de aide aux réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience où vous avez aidé des femmes réfugiées ici en Belgique? Oui, donc c'est par l'intermédiaire du salon littéraire arabe, culture, et par le biais du Maqal Adabi de Bruxelles, que j'ai connu certaines réfugiées, donc femmes syriennes. Et cette expérience donc, m'a donné une énergie ou de lancer un appel, c'est-à-dire au service belge, si on peut leur demander cela. C'est que ces femmes, donc, elles racontent leur parcours depuis la Syrie. Et c'est un parcours donc, triste. Et arrivant en Belgique, donc, elles ont un problème de langage. Donc, elles ne parlent ni français ni néerlandais. Et donc, elles ont pris du temps pour pouvoir se procurer un appartement et aller au CPS pour pouvoir aussi avoir un revenu mensuel pour subvenir à leurs besoins. Mais ce qui est triste de voir, c'est qu'elles n'ont pas ce côté psychologique, une aide psychologique. La majorité reste enfermée et ne peuvent pas, c'est-à-dire sortir. Elles y vont juste pour faire des courses ou de ce dont elles ont besoin, mais elles restent enfermées, c'est-à-dire elles ne parlent pas, elles ne communiquent pas, et je sens qu'elles ont une tristesse au fond d'elles, et peut-être que c'est dû à la violence qu'elles ont subie dans leur pays. D'accord. Et donc, dans le cadre de cette association, vous aidez les réfugiés dans le cadre d'apprentissage de langue ou bien de les aider à trouver un travail ou quelle est votre aide spécifique dans ce cadre-là? Moi, c'est juste, j'ai aidé à remplir des papiers, des documents, parce qu'elles elles connaissent pas la langue. La langue, oui. Et aider à chercher un appartement. D'accord. Les logements. Et aller dans les communes pour remplir ce qu'elles demandent, c'est-à-dire ce qu'elles veulent, et aussi à donner des sites où à les inciter à aller prendre des cours. D'accord. Pour apprendre au moins une des langues nationales. Oui. Voilà.
Et c'est important pour leur intégration ici en Belgique. Exactement, oui. Parce que j'ai remarqué aussi qu'en général, elles restent enfermées et uniquement entre elles. Des fois, elles font connaissance parce qu'elles se connaissent. Et donc, elles ne cherchent pas à avoir plus ou alors à circuler dans tout Bruxelles. Donc, c'est uniquement au niveau de leur commune, là où elles habitent, mais elles se parlent entre eux et elles restent, c'est-à-dire, elles vivent en communauté. Donc, elles ne demandent pas à chercher. Oui, donc, et ça n'aide pas dans l'intégration, ni dans, du tout. Dans la recherche d'emploi, etc. Donc, vous lancez un appel pour que ces femmes-là aient une vie sociale, quoi. Oui, et surtout l'apprentissage, au moins une des langues nationales. Parce que ça aide, ça va les aider à trouver un emploi et à se reconstruire. Parce qu'après avoir subi de telles violences dans leur pays, elles ont quand même le droit de vivre comme femmes et d'apprendre. Et ça, c'est primordial. D'accord. Et vous avez parlé aussi de votre activité dans le cadre des Cuisines du Monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, les Cuisines du Monde, et comment ce concept est utilisé dans le cadre de diversité, de métissage culturel, de richesse, d'échanges? Comment peut-on utiliser les cuisines dans ce cadre-là? Oui, les Cuisines du Monde, c'est une association dont le gérant ou le créateur, c'est Monsieur Datassou Brahim. Il est d'origine algérienne, je dirais il est belge. Et donc, il a créé cette association pour pouvoir justement créer des échanges culturels, interculturels, donc c'est parce que c'est mondial, et recevoir chez lui, dans son bureau, des gens qui sont instruits, qui viennent du monde entier, et donc à travers une cuisine, c'est-à-dire une cuisine variée, on crée en même temps un thème, et on parle sur ce thème-là, et en échangeant et en goûtant à une cuisine particulière. Une spécialité particulière. Une spécialité. D'accord. Maintenant, on va parler un petit peu poésie et votre engagement littéraire et votre engagement en tant que poète. Donc, pourquoi la poésie ? Pourquoi vous avez choisi la poésie particulièrement ? Parce qu'on sait bien que la poésie, c'est compliqué, c'est pas... c'est pas donné à tout le monde d'écrire des poèmes, donc il faut vraiment avoir du talent pour écrire un poème. Et aussi, il faut avoir une sensibilité de point de vue rythme et de point de vue donc tout ce qui est donc utilisé dans figure de style, etc. dans le cadre de ce genre littéraire. Pourquoi la poésie ? C'est venu comme ça. Moi, j'aime la poésie depuis mon enfance. Et donc, des fois, c'est juste des situations comme ça que je vis, ou c'est-à-dire des situations qui apparaissent devant moi. Alors, ça m'arrive d'écrire et l'idée ou les pensées viennent comme ça. Et donc, je les transmets à travers mon écriture. À travers votre écriture. Et donc, vous avez aussi évoqué, dans le cadre de vos poèmes, un certain engagement vis-à-vis de la planète, par exemple, tout ce qui est réchauffement climatique. Vous m'avez dit que vous avez écrit un poème par rapport au réchauffement climatique. Vous savez, comme vous le savez, cette émission est intitulée Écoféminisme. Donc, elle est focalisée sur le mouvement des femmes, mais aussi le mouvement contre le réchauffement climatique et la lutte contre la pollution et la protection de l'environnement. Donc, comment pouvez-vous nous parler de votre poème ? Pourquoi vous avez senti ce besoin pour écrire un poème pour l'environnement ? En fait, c'est parce que des fois, moi,
je ne supporte pas la chaleur. Et donc, ces dernières années, on a remarqué qu'il y a vraiment, la chaleur est extrêmement élevée. Et même en partant en vacances de mon pays, qui est l'Algérie, il y a aussi, on arrive à 50 degrés de chaleur. Donc, les gens ne peuvent pas sortir et il y a des enfants qui n'arrivent pas à respirer. Et donc, moi, j'ai mis, c'est juste une pensée que j'ai écrite, c'est pas un poème qui est lent. D'accord. Et donc, voilà, c'est pour décrire la tristesse de la terre vis-à-vis du réchauffement. D'accord. Pouvez-vous nous traduire, parce qu'à mon avis, le poème est en arabe, c'est ça? Oui. Pouvez nous traduire un peu le poème? Oui, je peux le lire en arabe. Oui, oui, bien sûr. Oui. أضم صوتي للطبيعة حين تشتكي ظمأ كئيبة تراه الإنسان يحس بي إن غاب الشجر واشتعلت الأرض نارا وقالت ليت السماء تتفجر أنهارا. C'est-à-dire c'est moi je lis ma voix avec la terre. Et parce que la terre, c'est comme si, tellement qu'elle est triste, donc il n'y a plus d'eau, c'est la sécheresse totale. Et donc, elle dit, est-ce que l'homme, est-ce qu'il ressent ce que moi je ressens? Parce que maintenant, oui, il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de feuilles, il n'y aura plus de vie. Et moi, je n'ai plus d'eau, je suis sèche. Donc, je vais lancer un appel. C'est une image, ça. Elle lance un appel au ciel, si le ciel pouvait faire exploser des rivières, alors que normalement c'est la terre, c'est sur la terre qu'il y a des rivières. Donc voilà, elle lance un appel vers le ciel. D'accord. Pensez-vous que la planète est vraiment en détresse? Elle lance un appel à l'homme pour qu'il agisse avant qu'il soit trop tard. Oui, moi on remarque ces dernières années qu'il y a vraiment une sécheresse qui s'étale parce que comme ça fait 20 ans que je vis en Belgique, et les 20 ans, les dernières années, il y avait à ce moment-là, il y avait de la neige et il y avait de froid. Maintenant, il y a plus ça. Au mois d'octobre, on est au mois de novembre aujourd'hui, il y a toujours cet air chaud, et c'est-à-dire on ne vit plus les saisons. Les essences sont perturbées et on ne vit plus. On a besoin quand même de préserver la quantité d'eau qui est sur Terre, de pouvoir planter des arbres et préserver aussi la verdure. Et donc, et pour ça, l'homme est un petit peu responsable ou beaucoup responsable pour ça. D'accord. Et quel est le rôle de la femme intellectuelle, à votre avis, dans ce cadre-là, dans tout ce qui est environnement, éducation, sensibilisation? Oui, moi, je vois que l'âme est première maître, parce que c'est elle qui est en premier contact avec ses enfants. Et donc, si elle éduque ses enfants sur tous les plans, les enfants en grandissant, ils apprendront à mieux conserver la beauté de la nature. Et donc, moi, c'est pour ça que j'insiste et je fais un appel aussi pour l'apprentissage de la femme, que la femme doit apprendre. Ouais. L'éducation de la femme. Oui, ouais. Exactement. Parce que c'est à travers elle que les enfants et les générations futures vont pouvoir conserver tout ce qui est beau dans cette vie. Tout à fait. Vous avez été en Algérie pendant un certain moment et puis après vous êtes revenu en Belgique, parce que là on parle de l'éducation et l'apprentissage, et vous avez trouvé que le système d'éducation en Belgique est bien, donc il y a un bon système d'enseignement, et vous voulez vous inspirer pour l'Algérie. Est-ce que vous pouvez parler de ce point-là que vous avez remarqué, et vous, en tant que femme et intellectuelle, vous voulez vous inspirer du système d'enseignement en Belgique pour l'Algérie? Je trouve que le système pédagogique belge d'enseignement, il est meilleur par rapport à d'autres pays. Et donc, vu mon expérience, en 2012, je suis retournée vivre en Algérie durant 3 ans.
Et donc, j'ai deux filles et donc, qui ont eu leur bac. Et donc, pour pouvoir s'inscrire à l'université, une des universités à Alger, ce n'était pas possible pour qu'elles poursuivent leurs études parce que il y a des modules où tout est en arabe. Et comme elles ont vécu en Belgique, donc elles ne connaissent pas l'arabe, c'est pour cela que moi j'ai dû revenir en Belgique et je lance un appel pour qu'il y ait au moins des cours en français dans toutes les matières pour que ceux qui viennent de l'étranger pourront aussi poursuivre dans leur pays natal. D'accord. Ok. Maintenant, on va parler un petit peu des figures, les écrivains qui ont influencé Amel Boumaza. Quels sont les écrivains, que ce soit en Algérie ou ailleurs, qui ont influencé ton parcours, qui t'ont inspiré, qui sont pour toi vraiment une source d'inspiration, un exemple à suivre, etc. Il y a certains, il y a beaucoup, mais les noms m'échappent. Ce dont je me souviens, donc en étant petite, je lisais beaucoup pour Mouloud Feraoun, Assia Djebar, qui est aussi qui fait un mouvement féministe. Il y a le poète, comment on dit, c'est l'homme de la révolution, Moufdi Zakaria. Il y a Rachid Boujedra, également algérien. Il y a Tahar Wattar. Il y a plein d'autres, mais je me souviens pas. Et dans la littérature française, vous étiez influencé par Honoré de Balzac et Victor Hugo. Oui, attiré par la littérature classique. Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. J'adore leur style d'écriture. Et vous utilisez un peu ce style littéraire donc dans vos récits, dans vos poèmes? Oui, mais moi j'ai pas lu cette sensibilité, quoi. Oui, un petit peu, pas beaucoup. C'est-à-dire j'adore les rimes. Les rimes. Voilà, j'utilise. Mais c'est un peu compliqué pour un écrivain parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup d'écrivains d'origine algérienne qui écrivent en français aussi bien en arabe, mais il y en a qui préfèrent d'écrire en français parce qu'ils ont toujours étudié le français et qui maîtrisent beaucoup plus le français que l'arabe. Mais en tant que bilingue arabe-français, on sait bien qu'il y a une différence entre la langue arabe dans tout ce qui est donc images, rimes, etc., et la langue française. Comment on peut s'inspirer de ces deux mélanges pour créer une littérature postmoderne? En fait, je vous parle de moi. Moi, ça m'arrive les pensées viennent comme ça, soit en arabe, soit en français. Donc et le sujet en lui-même, des fois, même pour traduire, il m'est difficile de traduire. Parce qu'il y a des mots, comme vous le savez, qui existent en langue arabe, qu'on ne peut pas trouver la vraie signification en français. Donc, je laisse en arabe donc, des fois, vous avez des sensations en arabe et des sensations en français. Et ça arrive à plusieurs écrivains qui ont 2 ou 3 langues, notamment les écrivains qui sont, par exemple, anglophones et d'origine indienne, qui des fois écrivent en ourdou et des fois écrivent en anglais. Je pense à Bajat, qui est une écrivaine super connue, mais aussi des écrivains qui arabophones ou francophones qui écrivent à la fois en arabe et en français. Donc, si on voudrait bien revenir sur les écrivains qui vous ont influencé, donc, les écrivains d'aujourd'hui, on a beaucoup de figures féministes ou des figures qui luttent pour l'égalité des genres et qui luttent aussi pour la laïcité et pour la liberté d'expression, comme Kamel Daoud, par exemple. Quel est votre ressenti par rapport par exemple, aux articles de Kamel Daoud, qui a écrit, par exemple, le dernier, La misère sexuelle du monde arabe?
Qu'est-ce que vous pensez de la lutte contre l'extrémisme religieux, l'égalité des genres, à travers l'écriture de certains écrivains qui s'engagent et qui prennent le risque de parler de sujets tabous dans le monde arabe? Je trouve que c'est une bonne cause parce que maintenant il y a tout un mélange c'est-à-dire on se retrouve pas, on se retrouve plus pour pouvoir expliquer ce qu'est la foi. Ouais. Et chacun ressent ce qu'il voit comme ce qui est fiable pour lui. Ce qu'a écrit Kamel Daoud, moi je suis parce que je suis pour un islam libre, donc ses pensées m'intéressent beaucoup. Et je vois c'est un homme de foi et il est libre de penser ce qu'il pense, oui. Et donc, Kamel Daoud, c'est un féministe aussi parce que il critique beaucoup le regard du monde arabe envers la femme et tout ce qui s'est passé après la révolution arabe, par exemple à Tahrir Square, donc à la place Tahrir, où il y avait des femmes qui ont été agressées sexuellement. Et donc ce regard envers la femme, regarder la femme comme un corps, Kamel Daoud on parle avec beaucoup d'assurance. Que pensez-vous de cette attitude d'auteurs qui sont capables de parler de sujets tabous comme ça? Moi, je trouve que c'est une bonne initiative parce que c'est-à-dire pour beaucoup, c'est un sujet tabou qu'on ne peut pas, c'est-à-dire aborder. Oui, et je dirais aussi, il y a un autre exemple comme Kamel Daoud. Il y a l'écrivaine qui est connue d'origine algérienne aussi. Qui s'appelle Fadila Farouk. Et donc, cette dame-là... il y a aussi Jamila Ben Habib. Oui. On va arriver donc, moi, je trouve que c'est une lutte qui est dangereuse parce que il faut du courage pour combattre les idées extrémistes. Extrémistes. Et sur ce sujet-là, justement, on en parle peu. Et la violence contre les femmes... je trouve que on peut pas dire parce que ces femmes-là qui ont été violentées ou agressées sexuellement, elles ne peuvent pas s'exprimer, elles se renferment sur elles-mêmes. Donc heureusement qu'il y a des écrivains qui luttent et qui parlent de ça. D'accord. Dernièrement, il y a eu Jamila Ben Habib qui est venue ici pour parler de la laïcité. Et c'est l'une des écrivaines aussi qui a été critiquée parce qu'elle était contre le voile dans les écoles. Et elle critiquait surtout l'extrémisme et l'islamisme. Que pensez-vous de ces femmes qui osent quand même avoir cette liberté d'expression, qui osent d'écrire et de critiquer l'islamisme, entre guillemets? Je dirais pas critiquer, moi, parce que chacun est libre. Moi, je vois l'islam autrement. L'islam, c'est la foi, c'est une conviction personnelle. Et que donc chacun prendrait son chemin et sa conviction, la vivre spirituellement, ne pas essayer d'imposer ses idées et ses pensées aux autres. Et donc porter le voile ou ne pas le porter, ça ne regarde que la femme elle-même et ne pas donc... je suis contre les critiques en fait. Ah oui, vous êtes contre les critiques en fait. Je ne suis pas contre le voile ou pour le voile, mais critiquer le fait en fait, pour être, je veux dire, Jamila Ben Habib, elle représente la liberté d'expression. Donc si elle veut parler d'un sujet ou critiquer, à un certain moment, quand on est intellectuel ou auteur, on accepte de critiquer donc d'une façon, je veux dire, argumentative, n'importe quelle idée.
Donc, du moment où on a une idée, on essaie c'est pas critiquer le voile, ouais. mais c'est critiquer l'idée de ne pas le porter, ok, c'est-à-dire ça c'est son avis personnel, Ouais. mais critiquer le voile lui-même, ça non. Oui, mais ça, Oui, mais moi-même ça je ne tourne porte pas le voile, donc oui, ça tourne oui. autour de la liberté d'expression. Oui, mais oser s'exprimer, je trouve que c'est un courage. Oui, tout à fait. Ok. Puisqu'on avait parlé du courage, vous avez écrit un poème qui s'appelle La volonté des peuples, qui est en arabe. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce poème-là? Oui, ça concerne la polygamie. Oui. Oui. Donc c'est un discours entre un poète et une amie à lui qui est poète aussi. Donc il lui dit, je lis en arabe. Oui. Parce que c'est un peu long, je cherche. On pourrait peut-être revenir plus tard, mais oui. Si vous permettez, je vais lire une partie de votre poème et vous demander un peu l'explication. D'accord. Une bouffée d'air, terrible expiration, ce jour-là je réclame ton retour, ta prompt apparition. Je traverse les murs, loin de ma ville exténuée, jambes nues, je rassemble ma force, je recouvre mon émotion. Je me fraye un chemin au milieu des bois, un spectacle grandiose me stoppe instinctivement, envisager la vie sans détour, sans toi. Oui. Donc ça, c'est une femme rebelle qui se révolte contre son destin, contre sa relation avec un homme. Oui, c'est ça oui. Et donc, c'est pour dire que la vie ne s'arrête pas là. C'est pas uniquement l'homme. Donc, on peut continuer son chemin de vivre, de se retrouver soi-même en tant que femme, sans la présence d'un homme. Quoi qu'il faut vivre à deux. Mais bon, si on n'a pas la chance de vivre avec un homme, on peut continuer son chemin et être épanoui dans son monde. Et voilà. Donc, c'est ce que le poème veut dire, en fait. Oui. Ça montre aussi un côté indépendant de la femme moderne qui s'assume toute seule, Oui. Ouais, donc c'est ça le but en fait. Oui, tout à fait. Un autre poème, Je suis en deuil, ma défunte humanité. Ça, c'est un poème pour l'humanité que vous avez écrit. Parce que à cause de ce que vous voyez tous les jours, à cause des guerres, des problèmes, des attentats, la pauvreté aussi. La pauvreté, donc beaucoup de problèmes. Donc vous avez parlé de l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce poème-là? Oui, en fait c'est parce que ça m'est venu l'idée, j'étais dans le métro. Et donc il y avait quelqu'un qui demandait des sous et puis il a dit même pas un sou, donnez-moi juste à manger, et les gens étaient comme figés, donc c'est comme s'ils ne ressentaient rien du tout. Donc on a perdu ce côté humain et maintenant c'est chacun pour soi et on réagit plus. Il y a beaucoup de gens qui vivent dehors, on réagit plus. C'est-à-dire on traverse, on marche, et c'est devenu une image de la routine qu'on voit tous les jours. Et donc les gens ne font plus attention. C'est comme si on a perdu ce côté humain que normalement on l'a inné en soi. Donc c'est un appel pour l'humanité, quoi. Oui. Pour la solidarité, solidarité. L'échange, etc. Est-ce que vous pouvez nous lire un poème que vous aimez, que vous préférez partager avec nos téléspectateurs avant la fin de cette émission? Oui. En arabe, en français? En français, de préférence. Oui. Je vais parler du bonheur. Oui, on va finir en beauté avec le bonheur, ça c'est bien. Oui, j'espère, parce que c'est un petit peu... Il y a une petite tristesse, mais ça va, je pense qu'on y arrivera. D'accord. Bonheur inaccessible. Parmi toutes les patries du monde, je choisirai la tienne, terre de feu et de combat,
je ne cesse de tenter de regagner ton asile, mis à néant et démoli par tant de haine et pourtant libre, libre comme le conçoit, certes, abandonné par tous ces états, hélas qui croient régner au nom d'un unique Dieu transcendant. Jusque-là, j'accomplirai ma mission, celle de tisser un chemin orné d'un rêve éternel et garni de 1000 espoirs. Je fonderai mon seul parti au détriment de tout conflit, celui de cultiver des champs avec des graines d'amour et de bonheur. Je les arroserai de perles et de joie et attendrai leur moisson avec beaucoup de mélodie pour toi. Ok, merci beaucoup. Donc c'est un poème qui finit en beauté avec beaucoup de mélodie, beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Est-ce que on peut avoir donc accès à vos poèmes via le web ou peut-être acheter un recueil de poésie pour nos téléspectateurs parce que vous êtes active avec Darcom dans le cadre du café littéraire où on invite donc des poètes et des écrivains arabes ou arabophones, mais aussi vous allez publier un recueil de poésie et vous allez aussi donc vous avez aussi une activité associative. Donc est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs donc comment avoir accès à vos poèmes? Moi, pour le moment, je suis en train de construire mon blog, que je travaille dessus. D'accord. Mais je publie uniquement sur Facebook. J'ai imprimé, donc j'ai imprimé tous mes poèmes et j'ai l'intention d'éditer, mais prochainement. Donc, d'accord. Voilà, c'est en cours. D'accord. Un dernier mot, le mot de la fin, puisque notre émission est intitulée aujourd'hui le rôle de la femme intellectuelle arabe dans la région euro-méditerranéenne. Quel est votre rôle en tant que femme intellectuelle avec votre vie associative, avec votre plume? Comment contribuez-vous à une meilleure société? Moi, ou un meilleur avenir pour vos enfants et pour la nouvelle génération ici en Belgique? Moi, je lance un appel uniquement pour la femme. C'est pour qu'elle puisse apprendre, donc aller au-devant et toujours apprendre et ne pas baisser les bras, parce que c'est elle la lumière du futur. Et d'essayer de planter une graine d'amour. Et quand cette graine poussera, on ressentira la même chose quand on apprendra. Donc, c'est voilà mon message. D'accord. J'espère qu'il sera transmis. Oui, merci beaucoup Amel pour ce message. Donc, le message, c'est apprendre, lire et écrire. Donc, ce sont les bases pour avoir un meilleur avenir pour la femme et pour la future génération. Et donc, je vous remercie. Merci pour vos poèmes, pour votre présence aujourd'hui. Et merci pour votre combat. Continuez à donc inspirer les femmes dans le cadre de votre vie associative et continuez à inspirer aussi les gens qui lisent vos poèmes. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci, au revoir.